Ceux qui peut-être ne sont pas installés très confortablement, c'est un petit peu étroit ici, mais on voit que même si c'est une soirée qui a été annoncée très tard, le nom de Tarkovsky, le cinéma, mais aussi surtout évidemment le nom de Tarkovsky a quelque chose de magique. Et on voit qu'il y a une sorte d'attente, de nécessité d'écouter parler de cette œuvre immense et connue dans le monde entier. Donc vous savez que nous accueillons aujourd'hui Andrei Tarkovsky Junior, donc le fils d'Andrei Tarkovsky, le descendant de cette longue lignée de pères et de créateurs. Donc je vais passer tout de suite la parole à M. Charles de Brandt, à M. de Brandt, qui donc est le représentant en France de l'Institut Tarkovsky et qui va vous introduire la séance de ce soir. Merci. Peut-être avant de commencer, excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème de langue? Est-ce qu'il y a ici des personnes qui ne comprennent pas le français? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le français? Tout le monde comprend le français? Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui comprennent pas. Voilà. Kto nie понимает по-французски? Qui est-ce qui ne comprend pas le russe? Donc, nous allons essayer de nous débrouiller. Donc, je pense que ça sera plutôt en français. Hein. Vous parlez le français, même si ce n'est pas votre langue. Et puis, s'il y a des mots en russe, nous les traduirons. Et effectivement, si la personne qui parle tient le micro trop bas, comme je le fais, n'hésitez pas à lever la main et à le signaler. Voilà, merci, bonsoir. Pour moi, c'est émouvant de vous recevoir parce que on s'y trouve de façon un petit peu intime après cette projection magnifique du film d'André avant-hier soir. J'ai soufflé à l'idée à Mélanie Strouf de vous réunir ici dans un cadre un peu plus dans ce temple de la culture russe. Et d'autant plus que c'est ici que le père de Mélanie, Nikita Strouf, m'a soufflé l'idée de demander à Anne Kishinov de se mettre au travail et de traduire l'ensemble des œuvres de son père, qui se trouve derrière nous là. Voilà, donc j'ai eu la chance de connaître le père d'André pendant une année à Paris, et quand il nous a quittés, donc c'est sa femme, la mère d'André, Larissa et moi-même qui avons confondu avec d'autres, M. Rostropovitch, Robert Bresson et d'autres, M. Maximov aussi. Nous avons fondé l'Institut Tarkovsky, qui depuis de longues années travaille à la traduction des livres, l'organisation d'expositions, des rétrospectives. Et quand Larissa nous a quittés ensuite, 10 ans après, André a repris le flambeau. Et le centre de l'Institut maintenant est à Florence, avec une antenne à Moscou. Et moi, je continue à gérer en quelque sorte le centre à Paris. Voilà, écoutez, on va laisser maintenant la parole à André et à vous-même pour un échange. Et je vous montre donc ces livres, en particulier les scénarios, qui sont des œuvres littéraires en soi. Ce n'est pas que la transcription des paroles des films, mais c'est aussi des textes littéraires traduits par des traducteurs de qualité, comme Sophie Benesch, Luc Aubry qui est là, André Markovitch et autres. Voilà. Et le livre aussi de Larissa, qu'elle a pu... je me souviens de la signature du contrat à Miasnoï quelques mois avant son décès. Donc elle a pu dicter ce livre à Luba Johansson. C'est le seul beau livre qu'on ait en français pour l'instant sur André Tarkovsky. Et dernièrement, j'ai reçu donc la correspondance du grand-père d'André, donc Arseny Tarkovsky, qui a été publié en russe il y a quelques mois. Voilà, André. À vous. Bonsoir. Donc, peut-être on peut s'installer. Donc, la séance ne va pas se passer sous forme d'une conférence en forme, mais plutôt d'un échange, après peut-être un petit exposé, parce que je voudrais demander peut-être à André Tarkovsky de nous dire quelques mots de lui-même, de cet institut dont on vient de nous parler,
et du film qui a été montré donc samedi soir à Paris sur Андрей Тарковский. Я хотел бы просить, у нас будет не конференция, а обмен, то есть ответы на вопросы. И я для начала в виде введения хотел бы спросить Андрея рассказать о том, ну, кто он, какая роль института, и сказать несколько слов о фильме, который показали в субботу вечером. Merci. Et d'abord, je remercie Madame Mélanie Strouvé pour l'inviter ici, parce que c'est un lieu très particulier pour moi aussi personnellement, parce que c'est une librairie, la première librairie de livres russes que j'ai retrouvée en 1986, quand je suis venu de Moscou à Paris. Et ici, j'ai découvert tout ce qui était prohibé en Russie. Ça veut dire, je suis venu acheter sur les livres de Berdiaev, de la publication de Chalamov, pour mon père qui était malade. Nous étions à Paris dans cette période, et donc c'était une découverte grande partie, magnifique partie de la littérature que je connaissais pas, bien sûr, quand j'étais adolescent aussi. Donc c'est un lieu particulier. Voilà. Comme Charles a déjà dit, c'est une espèce de temple de la culture russe, mais aussi quelque chose qui était proche aussi à notre famille. Oui. Voilà, et donc l'Institut... Хотите, буду переводить на русский? Вы хотите, да? Может быть, не все, но просто вот Андрей рассказал, что он первый раз пришел в этот книжный магазин в 1986 году, и он благодаря этому книжному магазину открыл много из того, что публиковалось тогда в России или о России, о чем он не знал по возрасту. Ну, не по возрасту, а потому что просто в Советском Союзе такого не публиковали. Вот. Donc, par rapport à l'Institut, Charles a déjà expliqué la naissance de l'Institut ici à Paris, en France. Et après la mort de ma mère, j'habite à Florence, la maison qui était donnée par la ville de Florence à mon père. Et nous avons décidé ensemble de réunir tous les archives de mon père, qui étaient à Paris, qui étaient en Italie, et en Russie, à Florence, parce qu'il est en lieu... c'était sa maison, il a terminé son dernier film, Sacrifice. Et voilà, et à partir de Florence, on travaille pour les publications, on continue les publications des livres, pas seulement en France, mais en Italie et dans les autres pays, et en Russie aussi. Toutes les publications qu'on fait en Russie sont faites, bien sûr, en Italie. Et voilà, mon film que j'ai réalisé sur mon père, c'est aussi ce fruit de la recherche des archives, les archives lointaines. Ce film se base sur le voix de mon père. C'est un montage des conférences, c'est un montage d'entretiens. Donc on s'attend à savoir que c'est Tarkovsky qui parle de lui-même, qui parle de sa vie, de sa rapport avec les parents, qui était très importante pour lui. Il parle d'Arseny Tarkovsky, le plus grand poète du XXe siècle russe, pas trop connu malheureusement ailleurs, mais aussi il était très, très bien connu. Et mon père a utilisé presque dans tous les films la poésie d'Arseny. Et c'était quelqu'un des références pour mon père. Donc, mon père a toujours répété que sa œuvre n'est pas le cinéaste, il est le poète. Donc, je crois que ça, c'est vraiment la connexion entre Arseny et mon père. C'était fondamental pour comprendre aussi l'œuvre d'Andrei Tarkovsky comme un cinéaste. Так что я живу в Флоренции, в доме, предоставленном в свое время городом Флоренция отцу, и там жила ваша мать после кончины отца, и теперь живете вы, и вы в этом доме, вы из этого дома сделали центр, в котором собирают архивы Тарковского изо всех стран, и это дело главное института Тарковского. И фильм, который показали в субботу, является тоже результатом этого собрания архивов, поскольку он сделан целиком
из архивов Тарковского на основании, значит, записи его голоса. В этом фильме говорит Андрей Тарковский, он говорит о своем творчестве, он говорит о семье и о роли отца, который имеет большое значение для его творчества, влияние которого видно в его фильмах. Может быть, vous можете сказать, peut-être vous pouvez dire encore quelques mots, peut-être sur quelques exemples un peu précis, en quoi l'univers poétique de Arseny Tarkovsky, donc de ce grand poète russe, se reflète ou influence ou est proche de l'univers cinématographique d'Andrei Tarkovsky que beaucoup de gens connaissent ici, que tout le monde sans doute connaît ici, alors que peut-être l'œuvre de votre père, en tout cas pour ceux qui ne parlent pas russe, est peut-être plus difficile d'accès. Ouais. Bon, je crois que les films plus importants qui parlent de autobiographique de mon père, c'est Le Miroir, que je crois que tout le monde connu très bien. Et là, il y a direct connexion parce que mon père a demandé à mon grand-père de lire les poésies pour ce film, pour illustrer l'histoire des familles. C'était un film très personnel qui était très critiqué aussi, bien sûr, par les collègues russes parce que c'est pas vraiment gentil, c'est pas intéressant de faire un film sur soi-même, c'est quelque chose de très personnel. Donc, en Russie, en Union soviétique, c'était très critiqué. Mais après, apparemment, ils ont dit que c'est le meilleur film de Tarkovsky, même. Ils ont accepté cette film. Et voilà, mon père a toujours montré les films d'abord à mon grand-père. Ça veut dire c'était quelqu'un en premier qu'elle a invité pour la projection et demander l'opinion sur les films. Et là, dans mon film, j'ai mis des mots de mon père, mon grand-père a dit, André, c'est pas les films que tu fais. Et mon père a répondu, ma vie est devenue plus facile après ça. Ça veut dire que Arseny a compris que mon père voulait créer ce monde poétique des images et de langage totalement poétique. Donc mon père vraiment se répétait toujours que je suis pas réalisateur, je suis un poète d'abord. Donc ça veut dire un rapport très émotif avec le public, un rapport qui vient de s'établir au niveau des sentiments, au niveau de compassion, une idée assez russe, assez aussi orthodoxe. C'est pas par hasard que son premier film c'était Andrei Rublev, après L'Enfance divine, qu'il est considéré un peu comme son démarche, la première marche vers le vrai cinéma. Et voilà, Andrei Rublev, c'est un film, c'est un grand artiste, peintre d'icônes russe, quelqu'un que c'est très important pour la culture russe, pas seulement parce qu'il était peintre d'icônes, c'était quelqu'un qui, dans sa art, réalisait l'idée de la Russie, des États russes, et était très proche à Sergei Radonежский, qui est fondateur aussi, qui a contribué beaucoup à la construction des États russes de la Russie. Et là, l'idée de issykasme, en français c'est issykasme. C'était important parce que mon père a soutenu qu'Andrei Rublev aussi était issykasme. Ça veut dire la prière constante et l'importance de l'amour et de compassion. C'était quelque chose qui était très important dans les films Andrei Rublev. Et si vous avez à la fin de le film, mon père aimait beaucoup la dernière séquence de la cloche, parce qu'il dit c'est très fort, c'est très direct, mais le plus important c'est ce rencontre avec la femme qui à la fin du film avec le cheval, transformé par amour vers cette tatar qu'elle a pris en entier de le film. Ça veut dire la transfiguration à travers l'amour. Et la poésie d'Arseny Tarkovsky, la transfiguration, c'est, vous avez connu le первое свидание, la première rencontre. C'est quelque chose que mon grand-père Arseny a exprimé dans les mots du poète, comme la vie, жизнь, et la vie, et les autres poésies. Ils sont très proches. C'est connu aussi la poésie d'Arseny. On peut dire que mon père vraiment a continué la tradition poétique d'Arseny dans notre
exprimé dans les images. Voilà. Я постараюсь передать в нескольких словах. Два фильма отвечают на вопрос. Это первый фильм «Зеркало», второй «Рублев». «Зеркало» фильм автобиографический. И этот фильм очень был плохо встречен официальной советской России в то время. Его очень критиковали, как слишком личный, но в конце концов признали как один из лучших фильмов, Тарковского. И c'est parce qu'ils s'approchent, je pense. Je crois qu'ils sont un peu près. Mais второй важный фильм – это фильм об Андрее Рублеве, в котором, значит, выступает тема России, выступает тема религии, православия. Главный герой, значит, Андрей Рублев, близок к Сергию Радонежскому, близок к исихазму, и для него самое важное – это внутренняя молитва и милосердие, любовь к ближним, любовь к другим. И эта тема любви и преображения через любовь – это одна из тем, которую Андрей Рублев взял из поэтического мира его отца. В этом смысле творчество Рублева продолжает поэтическое творчество Арсения Тарковского, творчество Андрея Тарковского продолжает поэтическое творчество его отца. Немножко сократил. Bon, on continue, parce que il y a de questions que vous voulez poser. Я могу продолжить немножко первый вопрос, потом мы передадим, может быть, слово тем, кто хочет поставить другие вопросы. Может быть, вот вы затронули тему о России, о православии. Donc, vous avez parlé de l'orthodoxie, de la Russie. Finalement, quand on écoute le montage de déclaration de votre père dans le film que vous avez montré samedi, il est question de la Russie. Et à un moment, Andrei Rublev dit, Andrei Tarkovsky dit, je crois plus, donc il parle de la disparition de la spiritualité, de l'intériorité dans le monde moderne. Et à un moment, il dit, je crois plus à une résurrection de la spiritualité en Russie plutôt que dans l'Occident. Donc il y a cette foi très forte en la Russie. Alors ça s'explique peut-être par son histoire, par la période à laquelle, l'époque à laquelle il parle, qui est encore très proche de cette renaissance religieuse russe. Est-ce que vous vouliez dire un mot, peut-être aussi en lisant en fait que l'œuvre de Tarkovsky est universelle, elle est connue dans le monde entier. Et peut-être, et ça c'est une question subsidiaire, peut-être elle est même plus connue dans certains pays qu'en Russie même. Donc peut-être quelques mots sur ce rapport de votre père avec la Russie. D'abord sa propre foi en la Russie. Est-ce qu'il l'a toujours gardée? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et peut-être sa réception en Russie. Est-ce que il est aussi bien reçu en Russie qu'il est reçu en Italie, en France, au Japon, un peu partout, moi, je crois. Mais je crois que mon père, bien sûr, c'est un artiste russe surtout. Et ses racines, c'est les racines russes. C'est suffisant à regarder son film Nostalgia pour comprendre la connexion profonde de lui avec sa pays. C'était aussi quelques films que je toujours dire, c'est un film prophétique sur moi, sur ma vie, parce que quand elle est tombée malade, je dis voilà, Nostalgia, c'est l'histoire de ma vie, parce que bien sûr, à la fin du film, l'héros du film, la protagoniste, Gorchakov, elle vient mourir en Italie, et sans pouvoir retourner en Russie vers sa patrie. Et donc, bien sûr, je crois cette universalité de message de Tarkovsky, cette recherche de la synthèse dans spiritualité. C'est quand même, je crois, c'est bien de la tradition russe, la tradition de siècles d'argent,
russe de la philosophie religieuse, qu'il bien sûr il a appris à travers avec son père Arseny toujours la connexion, les racines. Il a toujours répété, bien sûr, il faut toujours être connecté avec ta terre, avec la culture. Et bien sûr, pour ça, peut devenir universel si tu peux réussir à communiquer cette communion d'esprit et d'espoir qui était, je crois, dans tous les écrivains russes à partir de Dostoïevski, Tolstoï, etc. On peut trouver dans les Russes et dans l'esprit russe, qu'on peut dire. Donc, bien sûr, si on parle en particulier sur la recherche spirituelle, il y a les connexions avec le Japon, avec le Zen, elle a toujours été en recherche des autres chemins, mais je crois que cette recherche était quand même toujours était à partir de sa culture et de ses racines chrétiennes orthodoxes russes. Je crois que c'était quelque chose qui, à la fin de sa vie, surtout les dernières années, c'était devenu très très clair. Il a déjà commencé à parler beaucoup plus de ça, parce qu'il était toujours très discret, il n'a jamais s'exprimé. Mais là, comme dans mon film, c'est quelqu'un l'a vu, quand il parle de sa largue, de sa film, alors il dit c'est mon film, alors c'est ma prière. Donc, voilà. Si je peux me permettre juste un petit coup. Je traduis parce que j'ai un peu de problème de mémoire. Voilà. Donc la réponse, en gros, c'est que связь Андрея Тарковского с Россией, это прежде всего его укоренение в России, его связь с самой страной, с ее культурой. Он себя чувствовал русским художником, и это чувство близости к России только увеличилось в последние годы. И если Андрей Тарковский универсальный художник, он выходит на это универсальное измерение через свое укоренение в русскую землю, в русской культуре. Si je peux me permettre de compléter, dans son journal, André parle souvent d'Orient, n'est-ce pas, il parle même de partir un jour, il rêve de partir dans un monastère quelque part au Tibet. Donc c'était vraiment pour moi son aspect tout à fait universel. Et aussi en Inde que je connais bien, dans les écoles de cinéma, on appelle le soufi. On appelle le soufi, intéressant. Donc à la fois d'abord le poète mystique musulman. Pour eux, il y avait un lien avec lui. Et puis, on peut aussi témoigner le nombre de personnes qui ont été des gens qui ont été convertis, changés par lui. Des gens a priori sans expérience spirituelle particulière, mais l'œuvre d'André Tarkovsky a bouleversé énormément de personnes, tant en Europe qu'ailleurs. C'est extrêmement, ça s'est donc touché également des non-croyants. Два слова о духовности, о важности духовности для Тарковского. Он мечтал о Востоке, он мечтал поселиться в буддийском монастыре на Тибете. Его знали в Индии, и он очень многих обратил, даже совсем к религии не имеющих отношения людей, он обращал своей собственной духовностью, которую он носил. Je poursuivrai la question. Alors, peut-être une question sur le rapport justement de Tarkovsky avec l'Occident, où finalement, pas par sa volonté, mais où il a fini son existence, et aussi où il a fait 2 très grands films avec des équipes occidentales et 2 films occidentaux. Comment est-ce qu'il a vécu comme un exil, mais cette proximité avec l'Occident, est-ce qu'elle a pu s'établir quand même, ou comment vous voyez les choses? Oui, bien sûr, il était d'avant un choix très, très difficile, ça veut dire de retourner en Russie. Après Nostalgia, il y a eu des problèmes pour produire les autres films, parce que bien sûr, quand les soviétiques commençaient à bloquer les films à le festival, c'était une coproduction italienne et soviétique.
normalement, les films qu'un pays présent au festival, ce pays le protège. Là, c'était au contraire. Donc là, il était quelqu'un, jury du festival, c'était Bondarchuk, le réalisateur russe, qui a fait du tout pour ne pas faire prendre les prix, un grand prix à mon père. Là, il a compris très bien que si il va retourner en Russie dans cette période, c'était la fin artistique pour lui, il ne pourrait pas plus tourner les films. C'était choix, parce que la famille était là, moi était là, il était ici avec ma mère, et bien sûr, là, nous étions toute la famille, je dois dire, d'accord avec lui, qu'il doit continuer sa œuvre. Sinon, c'était la fin pour lui, vraiment c'était la fin. Donc, il a pris la décision et a réalisé après Nostalgia, il a réalisé Le Sacrifice du Camp, le film plus important, un peu sa œuvre un peu plus représentative, plus importante. Je dois dire, en regardant aujourd'hui Sacrifice, c'est pour notre signifié aussi, surtout aujourd'hui, dans cette situation assez difficile qu'on vivons tous en Europe et aussi. Voilà, mais je crois que bien sûr la solitude et l'isolation, bien sûr, on a beaucoup des amis, étaient avec lui, ils sont soutenus, qui ont donné beaucoup d'espoir. Et il répétait aussi quelques jours que, bien sûr, je ne peux pas faire les films en Russie, mais je continue à le faire ici, avec les moyens occidentaux, avec les comédiens, les acteurs comédiens, avec la nature, avec laquelle elle a un rapport très fort en Russie, bien sûr. Je dis ok, mais je peux m'adapter, mais ça ne veut dire pas que je veux changer ma vision du cinéma, de l'art. Je continue à travailler comme j'ai toujours fait avant. Если очень быстро русский, то да, после ностальгии начались очень трудности с Советским Союзом. Бондарчук все сделал, чтобы фильм не получил премию, и тогда Тарковский понял, что если он вернется в Россию, то работать будет невозможно, и решил остаться. Он здесь в Европе сделал 2 фильма очень важных, и он решил продолжать работать, но для него это было продолжение того, что он уже сделал, а не не новым этапом. И он как бы смирился с этим изгнанием, но остался верен тому, что принес назад. Можно так сказать? Alors peut-être une dernière question de ma part. Donc pendant cette période où le Tarkovsky est resté en Occident, vous étiez en Russie, n'est-ce pas? Et peut-être, est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être indiscret, mais est-ce que peut-être vous pouvez en dire quelques mots de cette séparation avec votre père, et vous l'avez découvert très tard en fait. Vous êtes venu à la fin de sa vie, et peut-être les retrouvailles, vos relations, comment vous avez vécu cette période? Est-ce que si on peut lui demander quelque chose un peu personnel? Oui, c'était une période bien sûr très difficile pour tous, pour lui surtout, pour ma mère, pour moi. Parce que bien sûr j'ai vécu 4 années, et à partir de 81 jusqu'à 86, j'étais en Moscou, otage des soviétiques, parce qu'ils ont voulu toujours de faire retourner Tarkovsky, avoir son fils, c'était quelque chose, quelques moyens pour obtenir Après, quand il est tombé malade, la situation politique aussi s'était changée un petit peu, c'était au début de Perestroïka, donc ils ont donné le permis à moi de rejoindre la famille ici à Paris. Et c'était bien sûr, j'étais un petit enfant, il m'a retrouvé un jeune garçon de 15 ans, de 16 ans, donc nous avons tout de suite retrouvé les contacts parce que nous avons un rapport très fort, très connectés. Quand j'étais petit, donc, mais bien sûr, pour rapport de sa vie, la souffrance, la séparation, c'était affreuse. Donc je crois personnellement que même sa maladie, la fin de sa vie, c'est la cause de cette séparation de la Russie, séparation de la famille, séparation aussi spirituelle de sa patrie. Да, это период был очень трудным.
покинул маленький мальчик. Мы, когда нас выпустили, когда мы смогли приехать к нему в Италию, я уже был подростком, но мы как бы сразу нашли контакт, и встреча прошла хорошо, но я уверен, что преждевременная кончина отца следствие этих трудных лет, разлуки и того, что он не мог вернуться в Россию, что это как бы изгнание сказалось на его здоровье. Voilà, Non, mais s'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, c'est le moment. Ma question, c'est à propos du film que vous venez de montrer. D'abord, comment s'appelle-t-il? Et est-ce qu'il va être projeté de nouveau? Voilà. Как называется фильм и будет ли его еще показывать? Oui, donc le film s'appelle Andrei Tarkovsky, le cinéma comme prière. Et je crois que ça va sortir dans le cinéma comme un film documentaire à partir d'avril, c'est ça? D'avril, voilà, à Paris. Voilà. En avril, dans le cinéma du Paris. Ah non, non, Фильм покажут в апреле в Париже. Во Франции. Другие вопросы? C'est un peu commencé. C'est sur La production, revoir YouTube. des films d'Andrei Tarkovsky. Si vous avez prévu des projections. Можно ли сейчас посмотреть, или можно ли будет посмотреть в скором времени фильмы Тарковского в Париже? Где их можно увидеть? À Paris, je ne sais pas, je ne sais pas sur Paris. S'il y a les projections des films, je crois que Paris, c'est la ville où on peut voir tous les films. Vous avez de chance ici aller voir les films. Je crois qu'ils ont projeté, mais je ne sais pas si... Oui, assez régulièrement. Il y a assez régulièrement, oui, peut-être. C'est à côté, le cinéma à côté qui est Tout à toujours fait, je crois. Voilà. et toujours des films de Tarkovsky. Heureusement. On peut voir des films Тарковского. Можно увидеть сейчас. Не постоянно, но довольно часто можно видеть фильмы Тарковского. La production de votre documentaire est de quelle nationalité? Oui, c'est la coproduction italienne, suédoise et russe. C'est l'Institut Tarkovsky en Italie, en producteur Paolo Spina. En Russie, c'est Dmitri Klepatsky, le producteur mémoire. Et en Suède, c'est ça s'appelle Peter Kropenin, qui est le producteur suédois, qui a permis d'aller en Suède, au Gotland, l'île, où Sacrifice était tourné, sur les lieux de tournage. Parce que nous avons tourné partout, tous les lieux de tournage des films du monteur, et de sa naissance, de sa vie. Pas une question, simplement une remarque. Je pense que comme tout le monde, nous sommes très émus de vous voir ici en pensant à votre père, mais vous avez fait une allusion à votre mère et je pense que nous pouvons avoir une très grande pensée pour Larissa, votre mère, qui a écrit ce livre qu'elle n'a pas vu malheureusement, que vous avez achevé pour les légendes, etc. Et je pense que Larissa Tarkovsky est un grand personnage aussi de Tarkovsky. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, ça c'est le livre de ma mère, oui. Mais, bien sûr, Larissa, ma mère, elle est toujours à côté de mon père, elle était quelqu'un qui le protégeait, qui lui donnait la force de travailler, elle libérait toujours de tous les problèmes, les questions pragmatiques de la vie. Pour lui permettre de se dédier à la couleur, au cinéma, ça, elle était toujours à côté de lui, voilà. Et après la mort de mon père, c'était ma mère, bien sûr, qui a pris l'idée de créer l'institut, de continuer sa œuvre, de publier les livres, les textes, quelque chose que nous avons avec Charles Robert continue aujourd'hui. Moi, bien sûr, c'était sa énergie incroyable, sa force que donnait à nous là, aussi la possibilité de faire, de continuer. Моя мать всегда была рядом с отцом, поддерживала и помогала ему. Она тоже из создания института, благодаря ей был создан, ее энергии был создан институт, и мы продолжили это дело.
Alors, peut-être je peux me permettre de poser une... Ah, pardon. Vous parliez de sa recherche spirituelle, à la fois ancrée dans l'orthodoxie, puis aussi un peu plus vaste. Je me demandais si votre père avait eu des contacts avec des figures spirituelles de l'orthodoxie vivante, ou est-ce qu'il y avait des auteurs qui lisaient à la fois pour l'orthodoxie, le christianisme, et puis pour cette ouverture universelle. Je pense, je sais pas, à des gens comme René Guénon ou d'autres auteurs comme ça. Были ваши отца контакты с духовными лицами, с представителями православия, или какие книги он читал на эту тему? Oui, bien sûr, elle était très intéressée par d'abord les philosophies orientales, je crois, dans 79, elle était donnée la thèse qui était prohibée dans les unions soviétiques sur le zen. Et donc c'est pour ça, dans Stalker, il y a beaucoup de références parce qu'il étudiait dans cette période le zen. Et là, après, il a fait bien sûr les études de yoga, l'étude indien. Il était très intéressé par théosophie, par Rudolf Steiner. Un des projets de ce film aussi, était l'Évangile selon Steiner. Je n'ai jamais réalisé, mais il a eu cette idée. Donc, mais comme je dis, il est toujours ça, à côté de sa vie, le livre de Berdiaev, de Florensky. C'était quelqu'un de référence, donc c'est la philosophie russe du 19e, début du 20e siècle, que je crois qu'à la fin, en quelque manière, se trouvait l'expression poétique dans les images des films de mon père. Donc pour moi, c'est la continuation de cette œuvre philosophique. Bien sûr, j'ai toujours essayé de répéter, je suis un poète, je ne suis pas un philosophe, mais si on va regarder, analyser sa œuvre, je trouve beaucoup de références avec les pensées de cette philosophe russe. Да, Андрей Тарковский интересовался Востоком. Он прочитал в 1979 году диссертацию, запрещенную в России, о Зене, и от того в Сталкере много аллюзий на Зен, на буддизм. Кроме того, интересовался теософией Рудольфом Штайнером. Он хотел сделать фильм о Евангелии по Рудольфу Штайнеру, но среди основных его чтений были книги Бердяева, Флоренского, и главная его точка отпора была в русской религиозной философии. Je voulais dire, si vous avez parlé des figures qu'elle a rencontrées, c'était quelqu'un qu'elle aimait beaucoup de converser, c'était Anthony Bloom. À Londres qu'elle a rencontré, qui était son figure de référence spirituelle aussi. Donc, et je crois Anthony Bloom elle a écrit sur cette rencontre avec mon père de quelque part. Насчет встречи он встречался с митрополитом Блумом, Антонием Блумом в Англии, и митрополит Антоний где-то об этом пишет. Et vous avez un spectre formidable de ces influences spirituelles dans le journal. Sur l'index du journal, vous avez toute la liste des auteurs qui ont influencé Tarkovsky, tant par l'écrit que par le film. Во всем этом написано в его дневниках, и вот можно там найти все имена, все, что он читал, и все, что он знал на эту тему. Во-первых, я хочу вас поздравить с выходом фильма «Кино как молитва». И я думаю, что в апреле этот фильм будет ждать большой успех в Париже. И я думаю, что мы этот фильм ждали очень давно. Спасибо вам большое. Это, наверное, большая-большая колоссальная работа. Все это сделать, это было очень трудно. Спасибо еще раз. И вопрос, мы помним, что Арсений Тарковский был знаком с Мариной Цветаевой. Если в семье вы говорили когда-нибудь о стихах Марины Цветаевой, ее творчестве, вообще как вы относитесь к поэту Марине Цветаевой? Спасибо.
Donc, la question, donc félicitations pour le film, qui a un grand succès, mais la question c'est, Arsène Tarkovsky connaissait Marina Tsvetaeva, est-ce qu'il en a été question dans votre famille? Est-ce que vous avez entendu parler de Marina Tsvetaeva? Oh oui, bien sûr. Mon grand-père Arsène connu très bien Marina Tsvetaeva. Et apparemment, il y a les légendes de leur rapport, l'amour platonique entre les deux poètes. Et il y a des échanges des poèmes aussi entre eux. Et bien sûr, la mort de Marina a frappé beaucoup mon grand-père, qui écrit un cycle de poèmes dédié à Marina Tsvetaeva, le fameux poème Yela, donc c'est connu, sur la mort de Marina. Et, oui, mon grand-père, je me parlais directement, bien sûr, de leur rapport, mais je crois que c'était quelque chose de très très fort, très très pour lui. C'était mon rapport qui était là. Et moi, j'ai découvert ça dans les publications quand même qui étaient sorties là, dans les lettres, et dans les lettres aussi de Tsvetaeva, qui étaient publiées, je crois, pas récemment aussi. Ce livre, les lettres qui étaient très très personnelles, les lettres de Tsvetaeva à mon grand-père. Donc là, on peut intuire qu'il y a un rapport vraiment très très fort. J'avais une question ici. Oui, en fait, je voulais vous demander si, au-delà du fait de nous faire partager ces archives, je n'ai pas vu le film, mais je vais le voir avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a, quel a été votre besoin? Est-ce qu'il y a un geste aussi personnel en tant que réalisateur dans ce film? Comment vous avez vécu cette expérience, puisque vous dites que vous êtes en plus revenu sur les lieux de tournage du film? Просто в фильме это использование архива Тарковского, но кроме вот этого архивного замысла был ли какой-нибудь другой, более личный замысел, тем более, что вы объехали места, где снимались фильмы вашего отца? Bien sûr, je crois que chaque film qu'on fasse, c'est quelque chose, c'est une nécessité personnelle. C'est pas un travail, donc c'est là, j'ai eu besoin de rencontrer en quelque manière, accueillir les mémoires, les souvenirs de mon père. Maintenant, j'ai presque son âge quand il est mort, donc c'était un peu je voulais un peu comprendre quand même les différences, la manière de penser, de voir la réalité, la vie, le sens de la vie. Donc pour moi, c'était une espèce d'un marqueur, de revenir sur sa parole, sa vie, mon souvenir de lui. Donc pour ça, j'ai choisi le monologue. Voilà, quelque chose, monologue que j'avais construit à partir des souvenirs de moi, de lui, des souvenirs des amis. Parce que j'ai toujours parlé de l'art, toujours parlé de choses très importantes, pas importe où, pas seulement en conférence, au théâtre, aux tables avec les amis. C'était quelqu'un qui a toujours communiqué, c'était quelqu'un qui était toujours concentré sur son travail, sur les questions importantes de la vie. Ça, c'est tout ça vraiment frappé les amis, les personnes, la famille, parce qu'il était quelqu'un de très intéressant d'être à côté. Pas seulement comme parent, mais vraiment comme maître de lui, parce que c'est une réflexion très très. Il n'était jamais maître, c'est pas vraiment un mot juste, parce que c'est maître, c'est quelqu'un qui te contrôle, mais il était toujours le même niveau où je ne voulais pas jamais être supérieur. Il avait seulement partagé les idées, mais il était réussi à convaincre tout le monde avec sa vision assez forte. C'est incroyable. Voilà, ça c'était vraiment l'idée, pourquoi je commençais à faire le film. Et je suis allé sur les lieux de tournage parce que j'étais très curieux de voir aujourd'hui comment ça a changé les places, parce que je crois que l'endroit qu'elle est choisi pour le tournage sont toujours incroyables, parce que les liens, il y a toujours beaucoup d'énergie, beaucoup et là nous avons retrouvé la même intensité et la même
peux dire, je peut-être c'est pas le mot, mais je crois, par exemple, Bagno Vignoni, quand nous sommes venus là, c'est les bandes de nostalgie avec des films. Nous avons, le cinéma aussi, nous n'avons pas eu besoin de color correction, parce que c'était la même atmosphère. Donc aussi la capacité de choisir les lieux qui sont très particuliers. J'ai connu des personnes qui sont connues l'œuvre de mon père, qui aiment l'œuvre de mon père, qui a fait le pèlerinage dans le Tarkovsky, parce que là, on retrouve un petit peu de l'atmosphère du film. Elle était beaucoup accroché, aimait beaucoup la nature, la connexion avec la nature, c'était quelque chose de très important pour lui. Et je crois pour aussi approcher alors, visiter cette place, pour les voir quand même dans son film, c'est très important. Для меня это была возможность вернуться к отцу, к его видению, услышать снова, что он постоянно говорил о важном, об искусстве, не только в интервью, но и в семейном кругу. И, конечно, это тоже была возможность вернуться, посетить места, где были сняты фильмы, картины. Эти места все очень особые, с интенсивной атмосферой. Они не столько изменились, их можно узнать, и есть даже люди, которые наочно посещают эти места в виде паломничества, чтобы войти в контакт, чтобы узнать об этом. Это очень особая атмосфера, которая существует в этих местах. Здесь давно. André André, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de la sortie, c'est une coproduction russe aussi le film. Parce que moi à l'époque, je crois qu'il est sorti en Russie en 2019. On a essayé, moi j'étais à l'ambassade de France à l'époque, on a essayé de faire une projection spéciale. C'était la croix et la bannière, évidemment on n'y est pas arrivé. Et moi il me semble que maintenant, à l'heure où la Russie a un moment dans son histoire si difficile, un moment, puisque nous sommes au centre Solzhenitsyn, il convient de rappeler par exemple qu'un député du parti de Poutine, la Russie unie, a demandé qu'on exclue du programme scolaire l'archipel du Goulag. Donc il faut que des piliers spirituels réapparaissent. Et moi j'ai l'impression que ne serait-ce que le titre de votre film, Le cinéma comme prière, est déjà un témoignage de force spirituelle. Et pour les jeunes Russes qui actuellement ont de grosses difficultés, ça serait peut-être, vous voyez, un moment de rassembler les forces. Donc c'est extraordinaire que le film sorte chez nous, ici en Occident, mais comment avoir des assurances qu'en Russie, il sortira et qu'il aura... Enfin, il faut qu'il trouve son public, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas tout à fait le moment. Voilà, donc il faut agir. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt это не совсем вопрос, скорее призыв к действию, но ничего нет, я думаю, вы ответите. Я отвечу, да, я просто переведу и ваше быстро. Вопрос будет? Можно уже ответить. Это все же вопрос, выйдет ли фильм в России, то есть это призыв к тому, чтобы он вышел, потому что он специально нужен в то время, когда предлагают исключить архипелаг ГУЛАГ из школьных программ, не был бы ли этот фильм поведен именно сейчас в России? Vous savez, oui, donc le film est sorti dans 2019, en septembre, c'était présenté au Festival de Venise. Et après, c'était la première, nous avons fait à Moscou en février 2020. Donc le film était sorti, était très bien reçu, il y a beaucoup de public. Donc. Et cette année, les années 2022, c'est l'anniversaire de mon père, c'est 90 ans de sa naissance. Donc il y a des projets partout que nous avons organisés pour homager sa mémoire. Et en Russie, nous avons commencé vraiment en avril, le 4 avril 2022, la grande rétrospective de sa film. Et que tourne toutes les villes en Russie était toujours là. Et ça va continuer jusqu'à avril 2023, c'était cette année. Et mon film fait partie de la rétrospective. Nous avons aussi importé en Russie la version restaurée de Nostalgia qui était sortie en juin en Italie. Et c'est pas encore sorti aussi en France.
nous avons emprunté aussi les droits de l'Institut suédoise pour porter le sacrifice. Donc ça marche, la rétrospective est là, tout le monde est là, et bien sûr, il y a eu beaucoup de succès. Parce que vraiment, on a besoin, comme vous avez dit, de l'art, de la culture. Et aussi, nous avons republié le journal de mon père, le Martyrologe, l'édition russe. Et c'est sorti le 20 octobre à Moscou. Et c'est commencé, donc le livre c'est très bien reçu, et donc ça marche, donc nous sommes présents là. Фильм показали в России в 2021 году после показа в Венеции, и сейчас в 2022 году, по случаю 90-летия Андрея Тарковского, была организована ретроспектива его творчества, которая, значит, идет в разных городах и будет продолжать идти до апреля 2023 года. Так что, кроме того, показали реставрированную версию «Ностальгии», и изданы были дневники Тарковского. Так что мы присутствуем в России. Peut-être vous pouvez dire un mot sur la réception justement de Tarkovsky dans la Russie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est aussi connu en Russie, ou plus connu en Russie qu'il ne l'est dans tous ces pays où il a vraiment, où il est très célèbre, en Europe par exemple? Bon, je crois qu'il est très connu en Russie. J'ai toujours retrouvé le même public, la même réaction. Le film, quand j'étais là en 2020 pour les premières des films, pour le documentaire, je trouvais beaucoup le public, c'était 80% les jeunes. Et la réception, c'était très très bien. Aussi comment ils ont compris l'œuvre. Aussi, nous avons discuté beaucoup. Nous avons passé des heures après les films là, à discuter, à rencontrer, à parler de l'œuvre de mon père, et c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai aussi projeté les films à Avgig, à l'école de cinéma où mon père a étudié. Nous avons une rencontre avec les jeunes cinéastes russes. Là aussi, pour 3 heures, nous avons parlé de Tarkovsky, à sa plan craqué, de 500 personnes. Et là, on sent que vraiment sa offre, c'est quelque chose de vivant, important. Même ce dimanche, nous sommes allés à la tombe de mon père à Saint-Geneviève-du-Bois. Et là, nous avons trouvé un garçon russe de 20 ans qui était là juste en écoutant l'entretien sur mon père. Et voilà. Moi, j'ai exercé pendant plus de 4 ans au sein de l'université d'État de Moscou, dirigeait une structure française où il y avait plus de 300 étudiants russes en sciences humaines. Et ces jeunes étudiants préparaient souvent des travaux, des mémoires, etc. Et moi, je peux témoigner de l'extraordinaire, justement, importance dans le regard des jeunes Russes aujourd'hui, enfin qui font des études et qui... c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est exactement... il y a une réception exceptionnelle et particulière de Tarkovsky, justement, parmi la jeunesse. Ouais, ça, je confirme vraiment. Что в России действительно не только знают Тарковского, но огромный интерес к Тарковскому, особенно среди молодежи. Андрей привел несколько примеров того, как он выступал или показывал фильмы. Приходит очень много людей, очень много молодых, много вопросов и очень живой интерес и глубокое понимание этого творчества Тарковского. Je voudrais aussi dire que j'ai vu 4 fois le film d'André, donc une fois à Venise, 2 fois à Moscou et une fois avant-hier soir. Et à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé, surtout parce qu'il a trouvé, n'est-ce pas, des lieux et des paroles tout à fait inédites qu'on ne trouve dans aucun de nos livres. Et pour moi, c'est le meilleur film sur Tarkovsky. Et c'est pas seulement un document. André, là, je crois, a signé un film. Par son choix, par son travail, il a amené à créer un film personnel. Et je pense que ce film peut avoir une grande diffusion auprès des universités, tant en Russie, mais aussi en Europe et puis en Occident et en Orient.
moi je lui souhaite le meilleur parce que c'est très riche, tant sur le plan artistique que spirituel que politique. Il a des mots sur la guerre extraordinaires, sur l'enfance d'Ivan, qui a trait aussi à l'Ukraine d'aujourd'hui. C'est extrêmement inspirant. Et je crois que tu nous as dit que tu allais peut-être publier les paroles du film dans un texte, ça, très bien. Tu pourrais peut-être nous dire quelques mots, je ne sais pas, sur, après ce magnifique film, je crois que tu as quelques projets en Russie ou ailleurs. Может быть, просто Шалдемон подчеркнул качество, заслуги этого фильма, который не только больше, чем документальный фильм, а настоящий художественный фильм. В нем очень много чего, и в смысле, и в картине, и в высказываниях Тарковского, очень глубоких. Благодаря этому фильму можно очень много узнать о Тарковском, и вопрос о дальнейших проектах в связи с Россией. Да? Oui, nous sommes, à 30 décembre, nous avons terminé la création de la version d'auteur d'Andrei Rublev. C'était un travail très important qui a pris beaucoup de temps. Il y a 2 années que nous avons travaillé sur une copie d'auteur que mon père s'est conservé à la maison. C'était porté aussi en France par ma mère, et voilà, et nous avons réussi à recréer la version d'auteur, parce qu'il y a la version longue du film, ça s'appelle Les Passions selon André, c'est la version de 203 minutes, et c'est la première version qui a été coupée par les soviétiques pour les questions de censure, pour les questions de contrôle. Et la version en distribution que nous avons, c'est 82 minutes, c'est 182 minutes, c'est la version courte, c'est la version 700. Et mon père a créé quand même la version d'auteur, c'est quelque chose à moitié, donc c'est la version de 194 minutes. Et voilà, c'était restauré, c'est la version que j'espère qu'on peut réussir à emporter dans le monde, à distribuer dans le monde avec l'accord de la Mosfilm aussi. Et avec ce projet, je commençais un documentaire en Russie avec la production russe et aussi italienne sur cette film, sur la création d'André, pour expliquer pourquoi. Parce que c'est l'unique film de Tarkovsky qui a eu un destin très difficile, de risquer d'être détruit, de sortir 6 ans après qu'il était créé. Le film était de 1966, il est sorti après Solaris, 1973. Et, grâce aussi à l'intervention française, parce que Jacques Lanque est l'opinion pour choisir le film pour le Festival de Cannes de 69. Quelqu'un l'a montré, on s'est créé le film. Et la copie s'était prise et montrée au Festival de Cannes, dehors de la compétition, parce que les Soviétiques ne voulaient pas, bien sûr, participer à la compétition. Et avec ça, tout le monde a connu le film, a aimé beaucoup le film, l'a connu d'abord à l'étranger, en France, plutôt qu'en Russie. Et voilà, pour ça, je considère de parler de cette histoire, que c'est très intéressant, la version de la création de l'or, et aussi parler aussi de l'aspect, comme je dis avant, le philosophique, artistique, du choix des films, mais pourquoi Andrei Rublev, pourquoi mon père a choisi un sujet assez difficile à 32 ans, de parler du plus grand peintre d'icônes, personne artistique russe. Работаем над реставрацией фильма Андрей Рублев, и на основе авторской версии, которая длиннее известной версии, которую обыкновенно показывают, которая 182 минуты, а в авторской версии 194. Мы работаем над этой реставрацией, чтобы показать более полный фильм, были купюры из-за цензуры, чтобы показать его в разных странах. И в связи с этой работой над фильмом я тоже хотел бы снять документальный фильм об Андрее Рублеве, о замысле, о причинах
почему 32 года Андрей Тарковский выбрал такую трудную тему и о том, в общем, как все это происходило. Например, фильм показали в Каннах случайно, министр культуры Франции оказался в Москве, и ему показали, секретно, неофициально показали этот фильм, он его показал организаторам фестиваля в Венеции. В Каннах. Да. В Каннах, и таким образом его все увидели, он стал известным. Я хотел бы рассказать всю эту историю в документальном фильме. Oui. Oui. Спасибо. У меня на самом деле был связанный вопрос. О чем, на ваш взгляд, фильм Андрей Рублев и живы ли эти мотивы в современных реалиях и насколько? Спасибо. Да, это вопрос. La question c'est de quoi parle Andrei Rublev? Est-ce que les réalités de ce film sont encore actuelles dans le monde d'aujourd'hui? Je crois, bien sûr, l'actualité du film, l'actualité de Rublev, l'actualité de l'art aujourd'hui, c'est fondamental, je crois, parce que l'art, c'est l'histoire de Rublev, c'est l'histoire de l'artiste par rapport à la réalité, les conflits avec la réalité, avec la crudité, la violence de la vie et la réaction de l'artiste, c'est le produit de l'art. Ça veut dire que l'art est une espèce de réaction émotive de l'homme vers l'imperfection. Mon père a toujours répété qu'on ne peut pas avoir l'art dans le paradis. Ça n'existe pas, ça n'a qu'un sens. Parce que l'art, c'est quelque chose, c'est la souffrance, c'est l'expression des espoirs. Voilà. Donc je crois que la situation, l'histoire d'Andrei Rublev explique très bien, parce que c'est Andrei Rublev créé cette œuvre pendant les guerres, pendant l'invasion des Tatars, pendant la fragmentation des États russes, la guerre entre les familles, la guerre, la violence, le Moyen-Âge, les pires périodes. Et là, par hasard, par miracle, quelque chose s'est passé. Donc nous avons eu une des plus grands artistes russes, le premier. Donc, vous demandez si c'est aujourd'hui, en réalité d'aujourd'hui, si c'est possible. Oui, bien sûr, l'art va exister. Je cours toujours quand il y a l'imperfection dans le monde. Donc je crois que c'est pour ça ce film, ce travail de restaurer, de montrer la version intégrale du film, c'est très important, parce que à part que tous les films de Tarkovsky sont très, très actuels, si on regarde les films de Tarkovsky aujourd'hui, chaque jour, je les regarde chaque fois, et chaque fois on trouve quelque chose de différent. Parce que c'est le monde qui tourne, se change, c'est nous-mêmes qui on change, mais il y a quelque chose, il y a toujours de nouveau. On ne peut jamais dire sur l'œuvre d'un grand artiste que c'est l'œuvre qui est devenue vieille. C'est Dostoïevski, je crois, qui dit que l'œuvre artistique, c'est toujours nécessaire, c'est toujours libre, c'est toujours contemporain. Sinon, c'est pas là. Да, фильм актуальный, поскольку он об искусстве, о художнике, и искусство является как бы ответом на трагедию, на страдания, и эта тема абсолютно актуальна, так же, как актуален фильм, как всякое великое произведение, он не стареет, а наоборот, каждый раз, как мы его смотрим заново, мы в нем открываем новые вещи, поскольку вот фильм, он есть, но мы постоянно меняемся, каждый раз, как мы его смотрим, нам что-то открывает новое. Si vous permettez, je vais
vous citez un souvenir personnel lié à André Rublev. À l'époque, j'étais attaché à l'ambassade de France et j'ai assisté à la séance où je ne crois pas que c'était Jacques Lang, je crois que c'était le directeur du Festival de Cannes. Oui, elle a les deux, ouais. Ouais, et on nous a montré dans une petite salle le film. Évidemment, ça a beaucoup plu au directeur du Festival de Cannes. Et alors, il y a un petit détail qui montre la censure, la manière dont elle fonctionne. Dans le film que j'ai vu à ce moment-là, c'est la première version, je ne sais pas, si vous vous souvenez, dans la cathédrale, il y a les Tatars qui rentrent, qui torturent en fait le sacristain, lui mettre de la... Je sais pas quoi, de la bouche, de l'huile bouillante, et il crie évidemment. Et après, j'ai revu le même film, et dans cette séquence, il ne criait plus. Pas parce que ça risquait de trop émouvoir le public, enfin je ne sais pas pourquoi. Это рассказ о том, как когда фильм показывали в французском посольстве при директоре Каннского фестиваля, его показывали в первой версии, там человек, когда пытают человека в соборе, он кричит, и в открытой версии он уже не кричит, эту сцену как бы стерли и старались ее сделать не такой впечатлительный. Je ne sais pas si ma question est pertinente dans le cadre de cette belle soirée magnifique, mais je voudrais m'adresser à vous. Dans cette période, vous avez été séparé de votre père. Est-ce que le milieu littéraire, artistique soviétique, d'une certaine façon, celui qui comptait, pas celui qui avait le pouvoir, est-ce que ce milieu, vous avez senti une solidarité à ce moment-là? Est-ce que vous vous sentez coupé? Parce que il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce milieu russe qui est justement, que j'ai connu autrefois au temps de Brejnev, et qui est contemporain encore et qui est exceptionnel. Est-ce que vous en avez, vous personnellement, quand vous étiez adolescent, donc je suis un adolescent, je m'excuse de cette question personnelle, mais est-ce que vous en avez été nourri ou pas? Вопрос о том же периоде разлуки между отцом и сыном, когда вы были в России, ваш отец был за границей, смогли ли вы почувствовать солидарность, сплоченность литературной среды, неофициальной литературной среды, культурной среды вокруг вас, или наоборот чувствовали вы себя изолированными? Donc cette période c'était difficile surtout pour isolation bien sûr, parce que oui, nous avons eu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, mais dans cette période, seulement très peu de personnes sont restées en contact avec nous, avec la famille. Mais on ne peut pas critiquer, je n'ai jamais critiqué, jamais dit, parce que vraiment c'était quelque chose de dangereux, parce que les personnes pouvaient perdre le travail, pouvaient perdre mais c'est compréhensible. Je n'ai jamais été fâché pour ça, c'est seulement le vacuum qui était créé autour, c'était insupportable, mais ça c'était très difficile, mais quand même, j'étais avec ma grand-mère, j'étais avec ma soeur, donc c'était un petit cercle des amis, quelqu'un vraiment très fidèle, qui n'a pas eu de peur. Mais là, vous savez, dans ces situations, on peut voir vraiment c'est qui est les vrais amis, quelqu'un et qui non. Voilà. Mais je dois dire qu'il y a toujours l'atmosphère, en Russie surtout, il y a toujours existé la vie parallèle, culturelle, un endroit magnifique. Je crois, j'ai rencontré dans les années 80, quand mon père était là,
tous les meilleurs artistes, auteurs, qui a donné beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui manque maintenant, parce que là, dans cette période assez difficile, en Russie, dans l'Union soviétique, ici, même en France, nous avons eu les plus grands artistes, plus grands intellectuels. Ils sont très forts. Et maintenant, comme mon père a déjà dit dans son film, pourquoi l'espoir pour la Russie? Parce que les rencontrer avec l'Occident, ou peut-être cette... Vous savez, pour survivre, pour être libre, comme elle dit dans les films, elle dit que pour être libre, tu dois être libre. C'est l'aspect intérieur spirituel. La liberté, quelque chose que vous avez comme un être spirituel, comme un être humain. On ne peut pas vous priver de la liberté. Vous pouvez priver des droits, mais les droits, ce n'est pas la liberté. Donc pour ça, il dit que dans les pays, pas libres d'un point de vue politique, il a rencontré, il a connu beaucoup de personnes plus libres qu'en Occident. Voilà, ça c'est un peu maintenant les choses ont changé, mais quand même je dois dire que cette période pour moi c'était très 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 stimulant. C'est quelque chose que je me souviens, c'est le meilleur souvenir de mes enfants, parce que je suis réussi à participer à cette, même pour peu de temps, parce que j'étais très jeune. Mais et maintenant, je vois que les niveaux intellectuels et culturels de notre société, même aussi en Occident, c'est un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus banal. On respecte des années 80, les années que j'ai vécues dans cette période. Период был очень трудный, потому что мы действительно жили в вакууме, в изоляции. Очень многие друзья поддерживали контакты. Людей за это нельзя критиковать, поскольку с нами иметь дело было опасно, можно было потерять работу и так далее. Но мы жили в одиночестве, это было очень трудно. Но, конечно, вот до отъезда моего отца, хотя, несмотря на юный возраст, успел узнать эту культурную среду, и было совершенно замечательно, очень, очень богатая, очень живая культурная литературная среда в России. Был уровень, который сейчас уже нету. Почему это так, трудно сказать. Может быть, встреча с Западом. В фильме Тарковского говорит одно время, что нельзя отнять у людей внутреннюю свободу, и что в тоталитарных режимах люди бывают свободнее, чем в более свободных режимах. Так или иначе, сейчас, как в России, так и на Западе, нет такого напряженного и высокого уровня, такой напряженной атмосферы и высокого уровня, как было тогда в начале 80-х годов в России. Oui. Если можно, я скажу на русском. Мне было очень интересно услышать ваш ответ на последний вопрос. Я родилась в 90-м году в Санкт-Петербурге и выросла в Санкт-Петербурге. И фильмы Андрея Тарковского были доступны, так же, как была доступна многое литература, ранее бывшая запрещенной. И мое поколение, мы читали все эти книги, мемуары, мы смотрели эти фильмы, мы выросли именно на этом представлении о русской культуре и России. И сегодня она представляется просто одной из иллюзий Атлантиды, как будто бы осколки Атлантиды, никогда не существовавшей. Мне сегодня 32 года, для меня Андрей Рублев — это большая часть вот этой идентичности меня как русского человека. Но когда вы говорите про то, что внутренняя свобода, она не связана с режимом, я вынуждена не согласиться. Вы знаете, я наблюдала, как люди в России ее теряли. И было это связано именно с политическим режимом. При диктатуре огромное количество людей теряют эту свободу гораздо быстрее, чем при условной диктатуре капитализма на Западе. И вот эта свобода, которая существует здесь, ее нельзя недооценивать. То есть это красивые слова говорит про внутреннюю свободу. И, наверное,
таким образом люди в советское время себя спасали. Но, мне кажется, сегодня мы видим как раз доказательство того, что внутренняя свобода должна как-то выражаться и граждански тоже, то есть, что она не может существовать в абсолютно иллюзорном пространстве. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne pensait pas que, oui c'est bien beau de parler de liberté intérieure, mais moi j'ai été élevé dans je suis né dans les années 90, donc j'ai été élevé avec les films de Tarkovsky, la littérature précédemment interdite, et j'ai vu comment les gens perdaient cette liberté intérieure avec le virage politique, et il me semble quand même que dans des régimes autoritaires, les gens perdent très vite cette liberté, y compris intérieure, peut-être plus vite que dans ce qu'on certains appellent la dictature occidentale. Est-ce que ce n'est pas un peu une illusion que de penser que la liberté intérieure, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever? Je crois que, bien sûr, j'ai bien compris la question. C'est ce que je veux dire, qu'il ne faut pas prendre la liberté que nous avons, bien sûr, très simplement, parce que c'est quelque chose pas donné. Il faut le gagner, la liberté. Et la liberté, c'est je suis tout à fait d'accord avec mon père, c'est une responsabilité personnelle. Et ça, nous sommes on peut témoigner beaucoup avec les personnes qui ont écrit les heures plus bons dans le goulag ou dans la guerre d'Hitler, dans les pièces de musique des mythes, je ne sais pas. Il y a quelque chose que aujourd'hui, ici, on prend comme la liberté, c'est quelque chose qu'il faut le gagner. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bien sûr, c'est ce que je ne veux pas défendre le régime totalitaire, mais je crois qu'il faut avoir l'idée de votre vie, l'idée, le stierge, je ne sais pas comment je dire en français, l'armature intérieure de votre âme. Et ça, personne ne peut pas prévoir ça. C'est pas possible, je crois. C'est quelque chose que vous donnez à votre liberté, c'est vous donnez avec votre esprit. C'est quelque chose que fait d'être humain, être humain. Sinon, nous sommes des machines, nous sommes des atomes qui étaient organisés par les politiciens, par les structures, mais je ne sais pas, mais la transformation de la culture aujourd'hui, et surtout ici, ça s'appelle culture de masse, je ne sais pas, c'est pas du tout de la culture, mais ça je crois, c'est le danger plus fort. Parce que quand vous avez quelqu'un à combattre, parce que vous avez déjà très clair votre ennemi, c'est plus facile peut-être, oui. Et c'est ce que mais dans le monde démocratique, libre comme ça, occidental, parce que j'habite en Italie pendant 36 ans, je comprends la situation, je veux qu'est-ce qui se passe dans l'éducation, je veux qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens, je veux que personne n'a perdu beaucoup le chemin. Et ça, c'est quelque chose que mon père a dit, j'ai répété ça dans les années 80, mais c'est un problème qu'il faut combattre ici. Et vraiment, il faut le faire vite. Voilà. Merci. Я вовсе не защищаю сегодняшние авторитарные режимы, но тем не менее я полностью согласен с отцом. Внутреннюю свободу каждый должен завоевать для себя. Это вопрос личной ответственности, это то, что делает из нас, делает из людей. И в демократических обществах есть большая проблема. Наверное, легче бороться, когда знаешь, с чем борешься, а вот это понижение уровня, которое я смог наблюдать, например, в Италии, оно тоже большая проблема, и с этим нужно бороться и что-то делать сейчас. Я думаю, может потом продолжится.
Два последних вопроса. Moi, c'était une question d'immense curiosité et d'envie de savoir si vous avez des informations, vous pourriez nous dire quelque chose avec les archives, sur qu'est-ce qu'aurait été le 8e film, qu'est-ce qu'aurait été le film d'après. Enfin, j'imagine que plein de gens savent déjà peut-être ça un peu ici, mais moi-même aussi un peu, mais vous, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire après le sacrifice? Merci. Мне очень интересно, что в архивах, каким был бы 8-й, 9-й фильм, что вы можете, многие, может быть, об этом знают, но что вы могли бы... Oui, mon père travaillait beaucoup, il a eu beaucoup de plans, beaucoup d'idées de films, qu'il écrit beaucoup dans son journal, dans Météorologe. Mais je crois que les dernières années, il a travaillé beaucoup sur 3 projets, c'était l'Hamlet, cinématographique, il a déjà fait ça, au théâtre à Moscou, et, La vie de Saint-Antoine, Les passions de Saint-Antoine, et bien sûr le dernier projet, je crois, très important que vous le faites réaliser, c'est l'Évangile, c'est la passion de Christ. Et ça, c'est vraiment le dernier, pour moi, de sa vie, qu'il a réfléchi beaucoup sur ce film. Il se sentit prêt à réaliser cette vie. Между перевести. Здесь. И последний танк. Хорошо. Да, отец много работал, у него было много планов, он хотел сделать Гамлета, и он второй проект это... Святого Антония. Искушение Святого Антония и последний проект Евангелия, фильм о Христе. О Христе. Страсть. Андрей Андреевич, есть ли современные кинорежиссеры в России, которых вы почитаете? Il y a en Russie aujourd'hui des cinéastes que vous vénérez. Vénérer, c'est un peu... Je connais pas mal de réalisateurs qui travaillent en Russie. Je ne peux pas dire... il y a bien sûr Sakharov qui est un réalisateur très fort. Il y a Andrei Zvyagintsev. Il faut, oui, Zvyagintsev, Sakharov, c'est quelqu'un, c'est un réalisateur important aujourd'hui en Russie. Je crois qu'il y a les autres, bien sûr, peut-être je ne connais pas, qui viennent d'arriver, mais c'est bien. J'espère que ce n'est pas les questions qui continuent un peu l'ordre de mon père Tarkovsky. J'ai toujours répété que ce n'est pas vraiment le genre, parce que Tarkovsky est un peu séparé, comme chaque artiste dans son chemin. Mais comme je crois que, par exemple, Sakharov, c'est quelqu'un de très intéressant, même si c'est quelqu'un qui est très loin, mais peut-être de mon père. Mais c'est un artiste très fort. Да, конечно, в России много режиссеров, Сокуров, Звягинцев, другие более молодые, которых я, может, не всегда знаю, но Сокуров, да, Звягинцев, но они не продолжают творчество отца, они другие. То есть каждый художник единственный в своем роде. Конечно. Vous parliez de Andrei Rublev, qui est pour moi vraiment le plus beau film que je connaisse et que j'ai beaucoup regardé. Et je me demandais, alors évidemment comme une œuvre, elle reste toujours énigmatique, on ne perce jamais jusqu'au fond le mystère, c'est le propre du mystère d'ailleurs. Mais je me demandais si vous auriez quelques clés à nous donner pour comprendre ce prologue et cet épilogue qui semble extérieur à l'histoire qui est racontée. Voilà, nous donner quelques clés pour les comprendre. Вы упомянули Андрея Рублева, это один из моих любимых фильмов, я его много смотрел. Могли бы вы дать ключи для понимания начала и концовки, которые как бы не соотносятся непосредственно с главной темой? Как это можно понять?
vous parlez de Aérostat au début, et à la fin, c'était... Ah, bien sûr. Je crois que c'est... Pour moi, je pense personnellement, le début, c'est cet improbable aérostat réalisé par une musique qui s'envole. C'est un peu... Peut-être c'est peut-être un peu symbole même très biographique de mon père, d'affronter le thème assez difficile ça veut dire donner tout lui-même, toute sa vie pour cette film. Ça veut dire c'est une espèce de prologue d'un artiste qui risque tout, qu'est-ce qu'il a sa vie pour s'enlever, pour partir. C'est le début de chemin. C'est comme l'initiation d'un artiste sur le chemin de l'art, de sa vie, de souffrance. Et la fin, c'est très clair, on passe de noir et blanc aux couleurs. Ça veut dire la fin nous avons vu dans tous les films aucune icône de Rublev. Il n'y a rien. Parce que, il dit qu'elle commence à faire les peintures après, à la fin, après la cloche, après la rencontre avec les petits garçons à Baliska. Et là, on voit les 10 minutes aux couleurs d'Andrei Rublev qui explique toute l'histoire. Si vous regardez très très bien les films, les tableaux de Rublev qui sont répétés, il y a tout, hein. Les personnes, les chevals, et le cheval à la fin, bien sûr, c'est retour à la nature, c'est retour très, très, très important. Mon père aimait beaucoup le cheval, c'était son animal préféré. Il est aussi presque mort sur le film parce qu'il est tombé du cheval, parce que le cheval est à galope, il aimait beaucoup de temps. Il était passé 3 mois à l'hôpital. Mais quand même, il continue. Et voilà. Donc ça veut dire l'histoire et la réalité. Les icônes de Rublev, c'est quelque chose qu'on emporte c'est l'œuvre complet. Donc, je ne sais pas, c'est comme je vous avais dit, le sens des films. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est très important, beaucoup plus important de la cloche et de l'idée de ce petit garçon, que c'est aussi autobiographique, quelqu'un qui prend en main un travail très très difficile, très lourd, comme mon père a choisi la première fois un thème qui était très 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 difficile, parce qu'on ne sait jamais rien sur Andrei Rublev. C'est l'histoire, c'est presque inconnu, donc il doit reconstruire beaucoup le scénario qu'ils ont écrit, ils ont lu beaucoup de livres, beaucoup de livres historiques, parce qu'il n'y a rien sur Andrei Rublev, on ne connaît rien de sa vie. Toute l'histoire dans le film, c'est l'histoire que mon père allait construire dans le scénario avec Andrei Konchalovsky. Donc ils ont se préparé très très beaucoup pour ça. Donc il a la réalité, l'unique réalité du film, c'est les icônes, c'est la fin du film. Et tout le reste, c'est la préparation à la réalité, je crois. Pour moi, c'est Я понимаю, это так, пролог, это полет, это аллегория художника, художественного замысла. А конец — это реальность, вот, история кончается, фильм кончается, и об Андрее Рублеве почти ничего не известно, все нужно было воссоздать почти из ничего, а в конце показывают в красках иконы Рублева, это то, что художник добился, это реальное его произведение. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Bien sûr, les questions, il y en a encore beaucoup, mais peut-être pour une autre fois. Merci beaucoup.